Yo les collègues, quand j'ai lu pour la première fois JJK l'année dernière, j'ai direct été fan du personnage de Akari qui apparaît pour la première fois au chapitre 153. Faut dire que le Boog a un flow incroyable, je veux dire, qui jump ses adversaires en Jordan 1, sérieux. Et en parlant du perso avec d'autres lecteurs, j'ai vite compris que son cas divisait pas mal la communauté. Pour certains, c'est un des tout meilleurs persos du manga, que ce soit en termes de design, d'aura, mais aussi en termes de puissance en tant qu'exorciste. Et pour d'autres, c'est une fraude qui sait juste donner des punchs et des kicks, pas digne d'être comparé au petit chouchou Yuta Okotsu, et qui est l'exorciste le plus humble de l'histoire à skip. Bref, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi mon GOAT Akari Kinji est sous-coté. Et évidemment pas besoin de préciser que je vais allègrement spoiler le manga, donc les anime only vous êtes prévenus. Bon visionnage. Bon, comme d'hab avec ce genre de vidéo sur la chaîne, on va y aller point par point. Et on commence avec le background et la représentation du personnage dans le manga. Déjà, Akari apparaît certes pour la première fois au chapitre 153, mais il est mentionné bien avant ça. Au chapitre 11, Gojo Satoru, l'exorciste le plus puissant de sa génération et de très loin, nous dit que Yuta, mais aussi un élève de terminale, ont le potentiel d'un jour le dépasser, et cet élève, c'est bien sûr Akari. Ensuite, Todo est déçu que ni Yuta ni Akari ne participent au tournoi entre les écoles d'exorcisme de Tokyo et de Kyoto. D'ailleurs, la raison de l'absence de Akari est assez simple, le frérot s'est fait virer après avoir tabassé un des membres du conseil des exorcistes, la plus haute autorité du Japon en ce qui concerne les exorcistes justement. En gros, de ce qu'on sait, il s'est fait prendre la tête par un membre conservateur du conseil, parce que son sort inné était un peu trop moderne, on va y revenir, et aussi peut-être parce qu'il se tape un trans, mais bon, nous on juge pas ici. Et du coup, il l'a molesté devant tout le monde, le type est complètement fou. Bref, après ce petit incident, Akari et l'autre terminal Kirara sont partis monter un genre de fight club pour se faire des thunes. Kirara explique à Megumi et Panda que c'est à cause de leurs embrouilles avec les conservateurs de la société des exorcistes que Akari ne fait plus confiance à la direction de l'école, et vous inquiétez pas, on reviendra sur les interactions entre Kirara et Akari avec nos protagonistes dans un instant. D'abord, ça va être super important de préciser pourquoi Megumi, Panda et Yuji approchent Akari à ce moment-là. La traque mortelle vient de démarrer, et nos héros ont besoin de toute la puissance à leur disposition pour y mettre un terme, ou à minima pour réduire les dégâts. Pour ça, ils doivent accomplir plusieurs objectifs, trouver un personnage dont le sort inné pourra libérer Gojo qui a été scellé à Shibuya dans l'arc précédent, sauver la sœur de Megumi, et gagner un maximum de points pour implémenter des nouvelles règles à la traque mortelle, et ainsi sauver le plus de monde possible. Donc rien qu'avec ça, on comprend que Akari est un gros poisson du monde de l'exorcisme, puisque le recruter constitue une priorité pour Yuta et sa team. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, on va s'arrêter 2 secondes pour parler un peu de la dynamique entre Yuta et Akari. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais Akutami Sensei insiste bien sur l'espèce de rivalité qu'il y a entre les deux. Je parlais plutôt des déclarations de Gojo et Todo qui vont dans ce sens, mais c'est très loin de s'arrêter là. Quand nos héros se réunissent auprès de Tengen pour préparer leur plan d'action avant d'intégrer la traque mortelle, c'est Maki et Yuta eux-mêmes qui insistent pour que Megumi et Yuji recrutent Akari. Au chapitre 146, Yuta dit même que lorsqu'il est sérieux, Akari est encore plus fort que lui. Et que vous soyez pas d'accord avec ce que dit Yuta, c'est une chose, mais le niveau de mauvaise foi des gens quand il s'agit d'analyser cette scène me fera toujours exploser de rire. Déjà, après que Yuta ait dit ça, on a Maki qui dit que c'est pas vrai, et les gens sont tellement biaisés qu'ils préfèrent omettre complètement ce que vient de dire Yuta, comme si la réaction de Maki contredisait complètement sa déclaration. Mais les gars, déjà si Yuta dit ça, c'est à minima qu'il estime Akari comme puissant, ce qui rejoint complètement les déclarations dont on parlait de Gojo et Todo notamment. Ensuite, en quoi Maki serait plus légitime que Yuta pour juger la puissance de Akari, et par extension celle de Yuta? Genre, elle connaît mieux la puissance de Yuta que Yuta lui-même, soyons sérieux. Et puis est-ce que je dois vous rappeler que Maki a un giga crush sur Yuta? Enfin bon, bref là c'est pas le sujet. Souvent, trop souvent même au point où ça devient un mème à mes yeux, les gens justifient cette déclaration de Yuta en disant qu'il est trop humble. Et non seulement c'est hilarant de voir à quel point les gens sont prêts à tout pour remettre en question les paroles de leur soi-disant chouchou, ce qui est quand même paradoxal, mais en plus les gars faut arrêter avec ça. Oui, Yuta c'est un mec super gentil, super altruiste, tout ce que vous voulez, mais humble c'est vraiment le mot que vous utiliseriez pour qualifier un mec qui dit qu'il va tuer Kenjaku de ses propres mains pour mettre fin à la traque mortelle? Je veux dire, à quel moment Yuta vous a laissé penser qu'il doutait de ses capacités? Si j'avais le même niveau de mauvaise foi que certains, je dirais même qu'au contraire, Yuta se surestime en pensant pouvoir battre Kenjaku à lui tout seul, puisqu'on sait maintenant qu'il a eu besoin de l'aide de Takaba. Et d'ailleurs, on a Maki, qui est apparemment mieux placé que lui-même pour juger sa force, on rappelle, et bah elle dit que Kenjaku ne peut pas être vaincu par des moyens conventionnels. Bref, je vais pas développer plus sur cette déclaration de Yuta, ce qu'il faut retenir ici c'est que pendant l'arc de la traque mortelle et même un peu après, Yuta et Akari sont très souvent comparés, ce qui implique à minima qu'ils sont comparables, et ça c'est que ça vous plaise ou non. Et rien que d'être comparable à un exorciste de classe S du niveau de Yuta, c'est déjà une dinguerie, faut être clair sur ça. Juste avant de conclure sur cette petite rivalité entre Yuta et Akari, ça me semble important d'en remettre une petite couche en rappelant qu'au chapitre 153, Akutami prend bien la peine de réitérer au travers de Megumi que Akari est plus fort que Yuta d'après ce dernier, et que malgré son caractère de merde, les protagonistes ont besoin de sa force. Donc ça commence vraiment à faire beaucoup. Et puis d'ailleurs, même si vous refusez que Akari soit plus fort que Yuta, ce qui me pose vraiment aucun problème honnêtement, Yuta a pas mal d'arguments en sa faveur lui aussi,
on en parlera peut-être une autre fois, il y a d'autres éléments qui vont dans le sens d'un Akari du même tiers que Yuta, indépendamment du match-up ou de vos avis subjectifs. Déjà, au chapitre 222, Kenjaku parle des gros calibres du côté des exorcistes pour décrire Akari, Yuta mais aussi Maki, qui est à ce stade équivalente à Toji Fushiguro, le tueur d'exorcistes. Pareil au chapitre 234, en plein pendant le combat de Gojo contre Sukuna, on apprend que Gojo a ordonné aux autres de ne pas intervenir, à moins qu'il soit diminué au point où Yuta ou Akari soient capables de le battre. Et j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi cet ordre de Gojo implique une relativité claire et nette entre Akari et Yuta. Genre, si le moment où Gojo devient prenable est le même pour Akari que pour Yuta, y a pas besoin d'avoir fait Matsu pour comprendre que les deux sont très proches en combat aux yeux de Gojo. Et encore une fois ici, on s'en fout un petit peu de qui vous préférez ou de qui vous pensez être le plus fort entre Akari et Yuta. Là, c'est Gojo lui-même qui les compare. Gojo Satoru, le possesseur du sixième œil qui permet de distinguer l'énergie occulte et de décortiquer quelqu'un ou son sort inné en un seul regard. Vous pensez que Gojo c'est un pro Akari ou quoi? Bref, dans un autre style, on a Gojo qui demande à Yuta de s'occuper des autres élèves s'il lui arrivait un truc, mais il dit de pas s'inquiéter pour Akari qui se débrouillera très bien tout seul. On pourrait aussi ajouter qu'ils sont tous les deux envoyés dans les colonies de la traque mortelle les plus relevées en termes de niveau, mais là ça confirme juste qu'à ce stade, en dehors de Yuki qui est occupé à défendre Tengen et de Maki qui peut se déplacer librement entre les colonies, aucun des autres protagonistes ne s'assoit à la table de ces deux-là quand il faut combattre des adversaires puissants. Bon, je pense qu'on a pas mal élaboré sur la représentation de Akari dans le manga, et c'était super important pour attaquer cette deuxième partie, portée sur les prestations et les compétences du perso. J'en parlais plus tôt, mais quand Yuji et les autres vont à sa rencontre dans son fight club, Akari les accueille pas super bien. Il soupçonne Yuji d'être un espion pour l'école d'exorcisme, et après lui avoir expliqué qu'il vit pour ce qu'il appelle la fièvre, sur laquelle on reviendra plus tard, Akari attaque direct Yuji. Yuji arrive à réagir et essaye d'abord de discuter en bloquant difficilement ses coups, puis en se faisant submerger par les attaques de Akari et les portes de son sort inné dont on parlera aussi juste après. Du coup, Yuji s'énerve et il tente de riposter avec un coup de boule, mais il se fracasse littéralement le crâne sur la tête d'Akari. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais Akari il tank sans broncher un coup de Yuji sérieux et limite c'est Yuji qui a failli s'évanouir, c'est n'importe quoi. Regardez la tête de Akari pendant que Yuji a les pupilles qui sont révulsées. Après ça, Yuji abandonne l'idée d'affronter Akari pour le convaincre et il se laisse tabasser, expliquant à Akari qu'il lui fait confiance car tout le monde dit de lui qu'il est super fort. C'est d'ailleurs là qu'on apprend que l'énergie occulte de Akari qu'il utilise pour renforcer ses coups a une propriété spéciale qui donne l'impression de se faire frapper par une batte crantée d'après Yuji. En gros, les coups de Akari, indépendamment de la force qu'il applique, ils feront toujours mal via cet effet râpeux on va dire. D'après Gojo, ça donne un avantage à Akari, puisque comme l'explique plus tard Kashimo avec sa propre énergie occulte électrifiée, si l'énergie occulte d'un exorciste a des propriétés uniques comme dans le cas de Akari ou lui-même, ça rend ses attaques physiques plus compliquées à bloquer avec du renforcement occulte, puisque même en bloquant le coup lui-même, on subit quand même l'effet unique comme un choc électrique pour Kashimo ou une sensation râpeuse pour Akari. Il y a quand même un moyen de bloquer ce type d'effet avec un débit d'énergie occulte suffisant, et devinez qui nous l'a prouvé, vous inquiétez pas, on y vient. En tout cas, cette capacité à résister à un coup de Yuji sérieux, à lui faire des gros dégâts et à le submerger au corps à corps, prouve qu'en termes de statistiques physiques, Akari est à minima dans le tiers de Yuji. Et là, on parle de Akari en forme de base, hein. C'est vraiment une folie parce que, pour rappel, Yuji en stats, c'est du très sérieux, et ça éteint l'écrasante majorité des classes 1. Déjà à Shibuya, il est comparé à Nanami, mais après son combat contre Mahito et plusieurs rayons noirs, Yuji est devenu massivement plus fort. Au tout début de la traque mortelle, on a Choso qui insiste justement sur la progression de Yuji par rapport à Shibuya. D'après lui, son renforcement occulte, sa force physique et sa précision ont augmenté de ouf, au point où Choso le qualifie de dieu démon tellement Yuji est puissant à ce stade. Ce même Yuji, on l'a vu réagir mentalement à Naoya Zenin et sa technique de projection, pourtant comparée à celle de Naobito par Maki, et il a tenu contre Yuta au corps à corps, réussissant même à casser son katana et à lui balancer une bagnole dans la tronche. Et évidemment, avec Rika pas complètement manifesté, Yuta a battu Yuji sans trop de soucis, mais quand on parle juste de stats physiques, style force, vitesse, résistance, etc., Yuji c'est un très gros client, hein. Bon, il a été à fond que une page contre Akari, mais déjà il était bien à fond puisqu'il le dit lui-même au chapitre 157, et comme j'ai dit, être capable de le surprendre au corps à corps, de tanker sans broncher un de ses coups de plein fouet et de lui faire des gros dégâts, ça te place déjà super haut. C'est une idée qui est d'ailleurs soutenue par le fait que dans le fanbook officiel, Akari obtient la note de 7 sur 10 en capacité physique sans renforcement occulte, soit une note assez correcte, mais à laquelle on doit aussi ajouter son renforcement occulte de fou et la propriété unique de son énergie occulte. Bref, tout ça pour dire, rien qu'en forme de base, Akari c'est vraiment quelqu'un. Pour mettre ça en perspective, quand Akari débarque dans la deuxième colonie de Tokyo pendant la traque mortelle, il affronte un exorciste qui a le pouvoir de voir une seconde dans le futur quand il active son sort inné, et Akari le prend de vitesse dans son angle mort et arrive à le submerger. Et on va pas rentrer dans les calculs savants parce que ça vous ferait chier, mais déjà, se déplacer plus vite qu'un œil humain n'est capable de percevoir, c'est impressionnant, mais ça l'est encore plus quand c'est contre un mec qui maîtrise l'énergie occulte, et encore bien plus si le mec en question peut voir dans le futur, c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, puisqu'on parle de ce combat là,
je vous propose qu'on s'arrête un petit peu dessus parce qu'il y a 2-3 trucs intéressants à aborder. Après avoir été convaincu par Megumi et Yuji de rejoindre la traque mortelle, histoire d'aider son sensei Gojo, mais aussi et surtout pour copiner avec le chef d'une des 3 grandes familles, en l'occurrence Megumi par opportunisme, Akari pop dans la traque mortelle et il rencontre Charles, un mangaka transformé en exorciste par Kenjaku. Et déjà, on peut noter qu'avant de s'affronter, Charles explique qu'il n'a pas spécialement la volonté de combattre pour participer à la traque mortelle, son rêve à lui étant de publier un manga. Charles demande donc à Akari de lui demander une raison de le détester pour l'encourager à combattre, ce que Akari fait en le traitant de sale otaku, ce qui est quand même un immense CSC quand on sait que son territoire est entièrement inspiré par un manga de romance, mais bref. Ce comportement de Akari, il s'explique par le fait que malgré son côté égocentrique et intéressé, Akari c'est quand même un bon gars. Comme l'explique Kirara, c'est quand il aide les autres que Akari ressent le plus la fièvre. Bref, à part ça et la prestation en forme de base de Akari contre Charles, on peut aussi noter que Akari dévoile son territoire pour la première fois dans ce combat-là. Et je sais que certains trouvent que c'est un aveu de faiblesse de la part de Akari d'utiliser son territoire contre un random comme Charles, mais faut vraiment arrêter les raccourcis comme ça les mecs, c'est pas pro du tout. Déjà, on sait que Akari aime le jeu, c'est littéralement le concept du perso, donc pourquoi il se priverait d'utiliser cette technique, sachant que son territoire fonctionne justement comme un jeu. Ensuite, autre raison pour Akari de faire ça, et qui nous vient cette fois de lui-même au chapitre 182, il explique qu'il pourrait continuer à s'amuser avec Charles, la preuve, il le domine sans trop de problèmes en forme de base malgré sa précognition, mais il décide d'en finir rapidement parce que d'après lui, les mecs comme Charles ne retiendront la leçon qu'en se faisant fouetter les fesses bien comme il faut en gros. Donc après avoir décidé de passer aux choses sérieuses, Akari se fait toucher une deuxième fois par le pinceau de Charles, ce qui donne à ce dernier 2 secondes de précognition, mais Akari s'en fout puisque comme je viens de dire, il avait dans tous les cas déjà décidé de lancer son territoire. Une fois dans son territoire, Akari continue d'esquiver les attaques de Charles malgré ses 2 secondes d'avance, et après avoir touché son jackpot, il le one-shot. Voilà, donc pour dire que Akari a été forcé à lancer son territoire, franchement, faut avoir lu avec ses fesses. Comme j'ai dit, Akari, il dit lui-même qu'il aurait pu continuer à s'amuser, et même Charles confirme cette idée-là en disant qu'il l'aurait battu s'il avait compté sur sa seule force plutôt que sur sa chance, vu que pour rappel, la chance, entre guillemets, c'est une partie super importante du personnage. Et justement, j'ai remarqué que cette composante-là de Akari, les gens l'interprètent assez mal, donc c'est le bon moment, je pense, pour qu'on s'arrête un peu sur son sort inné et son territoire. Et alors, je vous arrête tout de suite, ici on va pas trop rentrer dans les détails du fonctionnement de son territoire, parce que ça mériterait clairement une vidéo dédiée tellement il y a des trucs à dire. Pour l'instant, on va se contenter de l'essentiel, et ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à son sort inné, Akari possède un territoire par défaut, le joueur meurtrier. Ce territoire, en fait, il se comporte comme une machine pachinko, qu'on pourrait décrire simplement comme un croisement entre un flipper et une machine à sous, dont le thème est inspiré, comme j'ai dit plus tôt, d'un manga de romance qui s'appelle Le Train d'amour pur. L'objectif pour Akari, c'est faire correspondre 3 icônes pour toucher le jackpot, qui lui offre un gigaboost dont on reparlera dans un instant. En temps normal, Akari a une chance sur 239 de toucher un jackpot quand il lance sa technique pour la première fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Akari n'a jamais pris plus de 30 tours pour toucher un jackpot. Cette stat terrifiante, elle s'explique par plusieurs facteurs qui permettent à Akari de manipuler les probabilités de jackpot dans son territoire. Bon, déjà, lorsque Akari lance plus d'une attaque, qui se manifeste par des indicateurs comme des billes et des portes, le tour passe en mode reach. Autrement dit, Akari a seulement besoin de lancer 2 indicateurs de son choix pour obtenir 2 icônes similaires, donc il lui en manque plus qu'une pour jackpot. Mais en plus de ça, chaque indicateur a ce qu'on appelle un niveau de hype totalement aléatoire. Et de ce niveau de hype va dépendre le scénario du mode reach. C'est pour ça qu'on appelle parfois aussi les indicateurs des annonces de scène. En gros, si Akari envoie 2 indicateurs avec des faibles niveaux de hype, qui sont représentés en vert ou en rouge, il entrera dans un mode reach, lui aussi avec un niveau de hype assez faible, par exemple celui de la carte de transport, où l'animation met en scène le personnage de Yuki du train de l'amour pur, essayant de pas arriver en retard au taf. Précisons que les animations sont des projections du territoire, et ne peuvent pas être annulées à moins de tuer ou mettre Akari KO dans ce timing. Bref, si les indicateurs ont des niveaux de hype élevés, le mode reach sera lui aussi plus hype et aura donc plus de chances de faire matcher la dernière icône aux 2 autres, et donc de donner un jackpot à Akari. Typiquement, des indicateurs dorés annoncent généralement le scénario de reach le plus hype, celui du dernier train du vendredi, où le personnage de Yume essaie de monter dans le dernier train du vendredi, comme le nom du scénar l'indique. En gros, si elle le rate, Akari touche le jackpot, et comme c'est le scénario avec la plus grande hype, elle a 80% de chance de le rater, et donc de faire toucher un jackpot à Akari. Notons qu'à chaque fois que Akari arrive pas à toucher le jackpot, il recommence le tour en mode normal jusqu'à ce qu'il touche le jackpot, et il peut faire ça à l'infini tant qu'il est pas battu, et une fois le jackpot touché puis le bonus terminé, Akari pourra à nouveau ouvrir son territoire, mais cette fois pas en mode normal. En effet, en ouvrant son territoire après un jackpot, Akari a 75% de chance que son territoire passe en mode changement de probabilité, autrement dit un mode où c'est bien plus simple pour lui de toucher un jackpot, comme l'explique le graphique ou même Kashimo, et il aura 25% de chance que son territoire passe en mode réduction de temps, où chaque tour est beaucoup plus rapide. En fait, dit autrement, Akari il utilise toutes les mécaniques super complexes de
son territoire pour toucher un jackpot à chaque fois. Et encore, j'ai même pas parlé des scénarios où un mode Reach à faible niveau de hype bénéficie d'une chance de réussite boostée par l'un des 3 scénarios modifiés, tous décrits en bas à gauche du graphique, et qui dépendent cette fois de la paire de chiffres tirés avant le début du mode Reach, et dont on reparlera de toute façon quand on évoquera le combat contre Kashimo. J'ai pas non plus évoqué les indicateurs de couleur arc-en-ciel, parce que c'est très simple en fait, quand ils apparaissent, c'est tout simplement un jackpot garanti, et pour l'instant, on va passer sur les pseudo-tours parce que c'est pas super important ici. Donc voilà, avec tout ça, non seulement je me rends compte qu'une vidéo détaillée sur le territoire de Akari ce serait vraiment pas trop, mais vous voyez aussi que malgré les probabilités de départ de 1 chance sur 239, Akari a en fait plein d'outils dans son territoire pour toucher un jackpot beaucoup plus rapidement, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'a jamais dépassé les 30 essais avant de jackpot. Ça explique aussi pourquoi Akari dit qu'il utilise sa force et son talent pour contrôler sa chance. Je parlais plutôt du mode changement de probabilité, bah dites-vous que si Akari a de la chance et qu'il manipule bien les probas, il a la possibilité d'entrer dans une boucle où il va toucher un jackpot, entrer en mode changement de probabilité, toucher un autre jackpot, entrer en mode changement de probabilité, etc. C'est ce que la communauté appelle souvent Akari auto-jackpot. Je sais, c'est assez galère à comprendre, mais dites-vous juste que Akari a un niveau de manipulation des probabilités assez élevé qui lui garantit quasi systématiquement un jackpot, à moins d'être super malchanceux, en entrant par exemple en mode réduction de temps, en ayant un scénario de Reach pas trop hype, etc. Mais lui-même suggère fortement à Charles qu'en fait c'est tout simplement jamais arrivé. D'ailleurs, il y a une autre caractéristique du territoire de Akari dont je voudrais vous parler et qui a pas grand chose à voir avec le jackpot ou le déroulement du jeu, mais plutôt avec son effet imparable. Comme vous le savez, quand on utilise son territoire, on a un effet imparable qui va avec, et celui de Akari c'est tout simplement de transmettre les règles du jeu de son sort inné et de son territoire directement dans l'esprit de son adversaire. Cet effet imparable en particulier, il a plusieurs propriétés. Déjà, comme la transmission des règles à l'adversaire est instantanée, ça rend inefficaces les contre-mesures pour se protéger d'un territoire, comme les territoires simples ou encore l'arcane du panier du vide. Ensuite, cet effet imparable unique, il a aussi pour propriété de rendre l'ouverture du territoire extrêmement rapide, encore plus rapide que l'extension de 0,2 secondes du territoire de Mahito à Shibuya d'après le narrateur. Enfin, dernière caractéristique du territoire de Akari qui découle des 2 précédentes, la vitesse d'activation et l'effet imparable du territoire de ce dernier lui donnent un avantage dans un clash de territoire. Je dis ça parce que déjà c'est expliqué par Kusakabe que la vitesse de construction du territoire est un des paramètres que les exorcistes peuvent optimiser pour gagner en efficacité et en maîtrise sur leur extension, donc logiquement plus la vitesse de construction est rapide sans impacter négativement les autres paramètres, le mieux. Mais en plus, dans la première page du chapitre 187 qui explique justement les propriétés de l'extension du territoire et de l'effet imparable de Akari, il y a une autre phrase qui semble indiquer que l'aspect inoffensif de son effet imparable lui donne un avantage dans un duel de territoire. En fait, dans les différentes versions anglaises ou françaises, cette phrase a été traduite pour dire que l'effet imparable inoffensif de Akari lui permet d'être plus agressif. Mais de 1, ça veut strictement rien dire puisqu'on peut pas être agressif avec un effet imparable inoffensif par définition. Et de 2, il y a un book qui s'appelle Lightning qui a fait cette même remarque et qui a donc proposé une traduction alternative plus fidèle à ce qu'a écrit Akutami Sensei en japonais. Et je vous rassure tout de suite, c'est pas un tweetos random le mec, c'est un traducteur reconnu qui a déjà fait des correctifs pour des traductions officielles et qui a même été recruté par l'éditeur Viz Media pour traduire certains chapitres de JJK notamment grâce à ça. Je vous mettrai sa traduction et le raisonnement derrière au montage, mais lui il traduit ça plutôt en disant, je cite, « Comme l'effet imparable de Akari est inoffensif, son territoire gagne en force de contre-traction et son activation est très rapide. Lightning précise à raison que gagner en force de contre-traction ne peut faire référence qu'à un duel de territoire, sinon cette précision de l'auteur aurait rien à faire là et il aurait pu se contenter de parler de la vitesse d'activation. En gros, c'est pas Akari qui peut être plus agressif avec son territoire, ça aurait pas vraiment de sens, mais c'est son territoire lui-même qui est entre guillemets puissant dans un clash grâce au fait que son effet imparable soit inoffensif. Donc la vitesse d'extension ultra rapide et l'avantage du territoire de Akari dans un clash sont 2 effets distincts de l'aspect inoffensif de l'effet imparable du joueur meurtrier. Et comme le fait aussi remarquer Lightning, et là-dessus il a à nouveau totalement raison, on sait déjà via Nanami que révéler à son adversaire le fonctionnement de sa technique, ça booste cette dernière. C'est le principe du serment auto-imposé. On sacrifie un avantage pour en gagner d'autres. Et donc ici, le territoire de Akari aurait sacrifié le potentiel avantage d'un effet imparable offensif contre un avantage dans un duel de territoire et une meilleure vitesse d'activation qui, comme j'ai dit, a elle aussi un intérêt dans un clash de territoire. Sukuna versus Gojo en est un assez bon exemple, même si dans ce cas précis c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, ça expliquerait pourquoi la terminologie bien précise utilisée pour décrire les propriétés uniques de l'effet imparable de Akari est sensiblement la même que lorsque l'auteur parle de clash de territoire ou bien de serment auto-imposé
exposé, je vous renvoie au thread de Lightning en description pour les plus anglophones d'entre vous. Bref, tout ça c'est assez cohérent, et même si on sera pas fixé tant qu'on n'aura pas vu Akari dans un vrai duel de territoire, bah y a plein d'éléments qui vont dans le sens d'un Akari avantagé dans ce type de confrontation. Du coup voilà, je pense avoir bien développé sur le territoire de Akari, ses chances de jackpot, sa vitesse d'activation et son probable avantage dans un duel de territoire. Maintenant, voyons un peu ce que lui offre concrètement le jackpot une fois son territoire refermé. Et bon, tous ceux qui ont passé au moins 5 minutes sur TikTok ces derniers mois le savent, le jackpot c'est tout simplement un bonus d'énergie occulte illimité pendant toute la durée de l'OST du train d'amour pur, soit 4 minutes et 11 secondes. Et ce boost, il a plusieurs effets. Déjà bien sûr, Akari n'a jamais appris le sort d'inversion, mais le flot d'énergie occulte infini débordant du corps de Akari a provoqué chez lui une réaction réflexe pour exécuter le sort d'inversion afin d'éviter tout dommage. En d'autres termes, dans les 4 minutes et 11 secondes suivant un jackpot, Akari est pour ainsi dire immortel. Bref, en gros en jackpot, Akari a une régénération complètement cheatée que Uraume décrit carrément comme supérieure à celle de Gojo ou Sukuna. Voilà. Autre effet du flow énergie occulte illimité, le débit ou la production d'énergie occulte de Akari augmente massivement, ce qui lui donne un énorme boost de stats physiques. Pour mettre ça un peu en perspective, la production d'énergie occulte de Akari est tellement puissante qu'elle annule complètement les propriétés électriques de l'énergie occulte de Kashimo. Rappelez-vous, j'en parlais un petit peu plus tôt, quand j'évoquais les interactions entre un utilisateur d'énergie occulte avec une propriété spéciale comme Kashimo ou Akari justement, et un utilisateur plus classique. Du coup, transition toute trouvée pour parler de mon deuxième combat préféré du manga, Kashimo versus Akari en jackpot. Hajime Kashimo est un exorciste ayant vécu il y a 400 ans et réincarné par Kenjaku pour participer à la traque mortelle et avoir la chance d'affronter l'exorciste le plus puissant de tous les temps et roi des fléaux, Ryumen Sukuna en personne. Seul participant de la traque mortelle à avoir accumulé plus de 200 points, Kashimo était déçu du niveau des exorcistes modernes et attendait juste de pouvoir affronter Sukuna. Mais ça, c'était sans compter sur sa rencontre avec un exorciste moderne pas comme les autres. Avant de rentrer dans le combat, ça me semble intéressant de développer un peu sur le lore de Kashimo, parce que comme j'expliquais dans la première partie, ça consolide vraiment le statut de top tier de Akari. En fait, Kashimo il a vécu à la même époque que Ryu, un autre exorciste réincarné prenant part à la traque mortelle dans la colonie de Sendai, soit celle de Yuta. On a vu Ryu et Yuta s'affronter et c'était super serré, et même si Yuta avait déjà dépensé de l'énergie contre Uro et Kurouchi, on sait que les deux étaient à fond et avaient le même entre guillemets nerf post-extension du territoire. Pourtant, même avec Rika complètement manifesté, Yuta a bien galéré. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis tout ça, et ben en fait c'est parce qu'à l'époque de Ryu et Kashimo justement, Kashimo était considéré comme le plus puissant, et le parallèle avec Sukuna et la solitude du plus fort le prouve. Et même si on se dit que Kashimo met pas non plus une tempête à Ryu, ce qui aurait du sens quand on sait que Kenjaku lui a justement recommandé Ryu comme adversaire, et qu'on tient compte du fait que c'était pas un pur 1v1 entre Ryu et Yuta, bah dans tous les cas je trouve que ça consolide vraiment l'idée que Akari et Yuta sont très proches en termes de niveau. Bref, après une entrée en scène légendaire digne d'un certain moustachu en Pologne, Akari ouvre direct les hostilités avec une grosse patate qui envoie Kashimo valser dans le décor. Comme je l'expliquais, Akari est quasi insensible aux attaques électriques de Kashimo en jackpot, donc les deux exorcistes se lancent dans un violent combat au corps à corps. Kashimo et Akari s'envoient des vilaines mandales qui ont chacune leur petit effet, et ils démontrent une certaine relativité en termes de vitesse. Après plusieurs échanges, Kashimo a suffisamment chargé Akari pour utiliser sa décharge électrique qui fonce droit sur le visage de son adversaire, mais Akari arrive à bouger assez vite pour que ça lui arrache le bras plutôt que la tronche, ce qui est au passage un énorme feat de vitesse, l'un des meilleurs du manga d'ailleurs. Akari démontre dans la foulée une grosse résilience et une tolérance à la douleur super impressionnante, en ripostant malgré son bras arraché, avant de le régénérer quasi instantanément grâce à son sort d'inversion surcheaté, dont on parlait aussi tout à l'heure. Et avec ça, les gens continuent de dire que Akari est surcoté, bref, ça me dépasse. En tout cas, juste après, le jackpot prend fin et Akari ouvre à nouveau son territoire. Comme il venait de toucher un jackpot, le territoire de Akari est en mode changement de probabilité et il touche donc rapidement un autre jackpot. Notons que pendant leurs échanges au corps à corps dans le territoire, Akari est dominé au corps à corps vu qu'il est en forme de base, mais il arrive quand même à réagir un peu à Kashimo, ce qui est impressionnant, et de toute façon, il est en mode changement de probabilité, donc il peut utiliser renouveau et continuation, des indicateurs qui lui permettent de revenir 2 fois au début de la scène avant d'enclencher un scénario de mode reach, puisque comme j'ai dit, 2 indicateurs provoquent systématiquement un mode reach. En gros, avec ces 2 effets en particulier, Akari peut faire revenir son corps à l'état dans lequel il était au début du tour. Pour ceux qui ont la ref, c'est exactement comme un recall de Tracer dans Overwatch. Bref, ces annonces elles sont super cheatées, mais elles ont un fort risque de faire aboutir le scénario reach en échec, donc Akari les utilise principalement quand son territoire est en mode changement de probabilité. Dans tous les cas, ça reste super cheaté, on commence à avoir l'habitude avec le sort de Akari.
Bref, après qu'il ait touché un jackpot et tapé ses meilleurs pas de danse, l'affrontement reprend et cette fois le combat gagne en intensité. Les deux exorcistes s'envoient des conteneurs sur la gueule et ils les détruisent à main nue, ce qui en dit long sur leur force physique. Kashimo essaie de détruire le cerveau de Akari avec une décharge électrique dans sa tête, mais le GOAT arrive à expulser l'excédent par son nez pour éviter le plus gros des dégâts, ce qui est d'ailleurs un gros feat d'intelligence en combat, et vous verrez que ce sera pas le dernier du fight. Dans les dernières secondes du round de jackpot, Akari arrive même à prendre le dessus sur Kashimo en gagnant en force et en vitesse, ce qui tend à prouver que Akari est légèrement supérieur à Kashimo en stats physique quand il est dans ce mode. Cela dit, juste au moment où le bonus du jackpot se dissipe, Kashimo arrive à toucher Akari avec une violente décharge électrique qui lui arrache la moitié de l'abdomen. Mais je crois que vous commencez à comprendre comment Kinji combat, il panique pas et ouvre à nouveau son territoire. Cette fois-ci, le territoire n'est pas en mode changement de probabilité mais en mode réduction de temps. Il avait 25% de chance que son territoire soit dans ce mode en l'étendant à nouveau après un jackpot, donc on pourrait se dire que c'est un peu malchanceux, mais rappelez-vous des scénarios rich avec les chances boostées dont je vous parlais plus tôt et qui sont décrits en bas à gauche du tableau explicatif du territoire de Akari. Et justement ici, Akari obtient le scénario rich de l'apparition soudaine d'Amanogawa, qui combiné avec le tour rapide du mode réduction de temps lui fait toucher immédiatement un autre jackpot pour se régénérer. Et là en vrai, même le narrateur il est choc-barre de la chance de Akari. Mais souvenez-vous, on l'a dit, il n'y a aucun monde où Akari n'a que une chance sur 239 de toucher un jackpot, et de toute façon il la provoque toujours sa chance. Parce que s'il avait ouvert son territoire en mode changement de probabilité, ce qui avait 75% de chance d'arriver, et bah il aurait forcément touché un jackpot. Je dis ça parce que justement le graphique explicatif il indique bien que dans le mode changement de probabilité, la seule issue possible c'est un jackpot, comme indiqué par cette unique flèche pointant vers le jackpot. Et même en mode tour rapide, comme c'est le cas ici, il avait toujours les scénarios booster de chance pour tenter de toucher un jackpot rapidement. Donc quelque part, bien sûr que Akari a de la chance, mais on a déjà établi que cette chance était pas non plus totalement le fruit du hasard, mais aussi des connaissances et des compétences de Akari avec son sort inné. Bon, certes là il était sur le point de tomber inconscient et il aurait probablement pas eu le temps de relancer un scénario rich si le premier avait échoué, mais de toute façon cette chance de cocu, bah elle fait partie de l'arsenal de Akari entre guillemets. Donc bref, tous ceux qui disent que Akari a juste eu de la chance contre Kashimo, franchement vous êtes juste des rageux. En plus, alors qu'il était à moitié mort, Akari a pris la peine de modifier les coordonnées de son territoire pour le téléporter au-dessus de l'eau, histoire qu'en l'annulant, Kashimo tombe dans la flotte et ne puisse pas utiliser son énergie occulte sans se vider entièrement de ses réserves comme une batterie. Une fois dans l'eau, Kashimo essaye d'en sortir en prenant appui sur les fléaux qui s'y trouvent, mais Akari le repousse avec un bon gros kick bien placé. Kashimo tente d'arrêter le déversement de son énergie occulte dans l'eau et il en profite pour utiliser de l'électrolyse et ainsi produire de la chlorine qui est un poison ultra toxique et ça va atteindre Akari en hauteur. Et en vrai c'est un super move de Kashimo qui montre qu'il est super créatif avec l'utilisation des propriétés de son énergie occulte, mais c'était sans compter sur l'efficacité du sort d'inversion de Akari qui, comme on l'a déjà dit, est inégalé au point même où les toxines sont inefficaces sur lui. Du coup, les deux boucs continuent de se mêler dans l'eau, et juste avant la fin du jackpot, Kashimo relâche toute son énergie occulte pour générer une énorme explosion et essayer d'en finir en one shot. Mais comme je vous le disais avant, Akari c'est vraiment un monstre en stratégie, et malgré ses airs de clown, le mec est trop intelligent. Il arrive à tanker l'explosion en réalisant un serment auto-imposé en une fraction de seconde, qui va sacrifier son bras pour que le reste de son corps puisse encaisser la déflagration. Grâce à ça, Kashimo est complètement vidé de son énergie occulte, et Akari a plus qu'à le terminer avec une bonne grosse patate de daron. Voilà comment un lycéen complètement fou a battu l'exorciste le plus puissant d'il y a 4 siècles. Que ce soit le changement de coordonnées de son territoire pour amener Kashimo dans un environnement défavorable, le serment auto-imposé de dernière seconde, ou bien l'expulsion de l'excès d'énergie occulte par ses narines, vraiment, Akari, il a démontré qu'en plus d'être relatif à un exorciste du calibre de Kashimo en combat rapproché, voire même légèrement au-dessus comme on a dit, bah c'est aussi un putain de génie en combat. Et dites-vous bien que si le combat avait continué, Akari, il aurait juste pu ouvrir de nouveau son territoire, et ce dernier aurait été en mode changement de probabilité, donc il aurait juste encore touché un jackpot. Bon, techniquement il aurait pas pu vu qu'il avait plus son bras pour faire le signe, mais quand même, c'est pas normal d'être résilient comme ça. Et après tout ça, t'en as encore pour dire que c'est juste un chanceux qui distribue les punchs et les kicks? Non, vraiment, c'est gravissime de penser ça. Bref, après cette masterclass, Akari récupère les 100 points restants de Kashimo et il le recrute même dans la team des gentils en lui promettant qu'il pourra affronter Sukuna s'il les rejoint. Vraiment, merci pour les travaux. Bon, après ça, on a la suite de l'arc où Akari prend moins part à l'intrigue et on le retrouve quand nos héros libèrent Gojo avec le sort inné d'Angel. Ensuite, près d'un mois plus tard, il assiste avec les autres au clash de titans entre Gojo et Sukuna. Notons que c'est pendant ce combat qu'on a la comparaison entre Yuta et Akari de Gojo dont je parlais plus tôt, donc même après la petite ellipse d'un mois, les deux jeunes exorcistes semblent toujours proches en termes de niveau.
À l'issue du combat des deux plus forts, Akari est chargé de retenir le bras droit de Sukuna Uraume, qu'il jump avec ses meilleurs Jordan aux pieds, pendant que les autres tentent tant bien que mal de tuer Sukuna avec 1 HP. Et là-dessus, les gens aiment bien se moquer de Akari, parce qu'à l'heure où j'enregistre ça fait des dizaines de chapitres que Akari et Uraume s'affrontent sans qu'un des deux ait vraiment pris l'avantage, et j'avoue être le premier déçu que Akari lui ait pas juste cassé la gueule rapidement, mais en soi, ça prouve juste que Uraume est une combattante, ou un combattant, on sait pas trop, super dangereuse avec un sort inné bien cheaté. Au chapitre 245, on voit que Akari la surprend avec sa régénération, et il l'écrase même à travers un building, mais Uraume prend quasi aucun dégât. C'est d'ailleurs là qu'elle affirme que le sort d'inversion de Akari est supérieur à celui de Gojo ou Sukuna. Au corps à corps, Akari arrive à la submerger, mais la résistance de Uraume et son sort inné lui permettent de faire face à Akari en jackpot, donc Uraume est juste super forte. Et tous ceux qui voudront dire que Uraume est faible parce qu'elle s'est fait one-shot par Gojo, sachez qu'en dehors de Sukuna, tout le monde se fait one-shot par Gojo à ce stade, hein. En espérant bien sûr que Akari finisse par battre Uraume et nous montre encore ce qu'il a en réserve parce que, croyez-moi, on n'a pas vu tout le potentiel du bonhomme et de son sort inné si particulier. Voilà, maintenant qu'on a évoqué la force de Akari, ça me semble intéressant de nous pencher un peu sur sa mentalité et pourquoi elle fait de lui quelqu'un d'aussi spécial, même au sein d'un monde comme celui de Jujutsu Kaisen. Pour Akari, la vie est un jeu. Il est accro au pari et on parle pas que de paris sportifs ou de casino là, mais c'est vraiment son mantra. Le mec est capable de mettre sa propre vie en jeu si ça lui permet de ressentir ce qu'il appelle la fièvre. Pour lui, la fièvre c'est la vie. Et le fait de tout risquer et de gagner, y a pas de meilleure sensation. Il dit d'ailleurs aussi que tout le monde a cette passion de la fièvre en lui et que ce qui les empêche de vivre pleinement cette passion, c'est justement la peur de perdre ce qui est en jeu. Peur que lui ne ressent évidemment pas du tout. Cette approche, elle a permis à Akari de comprendre que la fièvre peut devenir un outil de contrôle très puissant pour celui qui la maîtrise et en connaît tous les aspects. Et vous voyez que cette mentalité, en plus d'être originale et intéressante, elle est totalement matérialisée par le sort de Akari et se traduit complètement dans son style de combat un petit peu what the fuck. Dans JJK, particulièrement dans les récents chapitres, mais c'est présent depuis le début presque, le dilemme de la force et de la solitude est une des thématiques majeures. En devenant trop forts, les exorcistes deviennent isolés, souvent incompris et en décalage avec leurs semblables. C'était le fardeau de Gojo qui l'a empêché d'aller plus loin que Sukuna, et celui de Kashimo qui l'a poussé à accepter le marché de Kenjaku pour participer à la traque mortelle 400 ans après son ère. Cette peur de la déshumanisation des forts, Akari ne la partage juste pas du tout, et c'est pour ça que Uraume ne le considère juste pas comme un humain. Sukuna nous l'a prouvé et Yuta est sur le point de le faire, mais se débarrasser de cette peur permet d'atteindre son plein potentiel. Et Akari, lui, il s'en est débarrassé il y a longtemps. C'est sans doute une des raisons qui, avec son sort inné, fait de lui un des exorcistes les plus prometteurs, capable d'un jour dépasser l'exorciste le plus puissant de son époque au même titre que Yuta ou Yuji. Après, pour autant, Akari n'est pas insensible. Il est super optimiste quant à l'avenir du monde d'après Charles, attentionné envers les autres d'après Kirara. Bref, Akari c'est un crack absolu en exorcisme, capable de mettre sa vie en jeu pour faire brûler sa fièvre, mais en n'oubliant pas son rôle essentiel dans la lutte contre les forces du mal. Avec une mentalité comme ça et un flot de zinzin comme le sien, je pouvais qu'être complètement fan du personnage. Et j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai convaincu certains d'entre vous à monter dans le train de Akari. S'il y a bien une leçon à retenir de lui, c'est que la vie est un jeu, donc misez sur le joueur meurtrier.